Le kitesurf, ça commence il y a 10 ans. Quand j'avais 10 ans à l'île Maurice, j'ai vu des amis de ma sœur faire du kite et j'étais directement intrigué. Ma famille a toujours été dans la voile et tout, donc j'ai toujours été autour des sports nautiques. Et puis, j'ai supplié mes parents pour prendre un cours de kite. Et dès que j'ai pris mon premier cours, je suis devenu fou. J'ai adoré, je suis devenu passionné et j'ai rêvé de vivre du kite depuis mes premiers bords. C'était mon plus grand rêve. Et du coup, aujourd'hui, je vis un peu du kite. Et depuis 3 ans, j'étudie à Montpellier. Et du coup, j'habite à Montpellier où j'ai aussi rejoint l'équipe de France de kitesurf freestyle. Avant-hier, quand j'étais au Venezuela, on se réveille avec les copains, on prend un petit déjeuner, on va au spot, on ride une bonne heure et demie, et puis on chill sur la plage, on re-ride 1 heure et demie, et on re-chill, on s'étire, on se filme, on regarde ce qu'on a fait, et puis on rentre à la maison, les étirements, petit dîner, dodo, et on refait pareil. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Luca Pito. Bonjour Luca. Bonjour. Luca, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Luca Pito, j'ai 20 ans, je suis né à l'île Maurice, j'ai grandi à l'île Maurice et depuis 3 ans j'étudie à Montpellier et du coup j'habite à Montpellier où j'ai aussi rejoint l'équipe de France de kitesurf freestyle. Et alors là tu nous appelles depuis Stockholm si je me trompe pas. Qu'est-ce que tu fais à Stockholm? Alors je suis à Stockholm chez ma copine parce Ok. que j'ai été bloqué en Amérique du Sud avec les événements du coronavirus. Et du coup, j'ai préféré venir ici à Stockholm dans une maison plutôt que me renfermer dans mon 20 mètres carrés à Montpellier. T'as bien raison. T'as bien raison. Et alors du coup tu dis que tu fais partie de l'équipe française de freestyle. Le kitesurf, t'as commencé quand? Ça commence quand cette passion? Le kitesurf, ça commence il y a 10 ans. Quand Ok. j'avais 10 ans à l'île Maurice, j'ai vu des amis de ma sœur faire du kite et j'étais directement intrigué. Ma famille a toujours été dans la voile et tout, donc j'ai toujours été autour des sports nautiques. Et puis, j'ai supplié mes parents pour prendre un cours de kite. Et dès que j'ai pris mon premier cours, je suis devenu fou. J'ai adoré, je suis devenu passionné. Et j'ai rêvé de vivre du kite depuis mes premiers bords. C'était mon plus grand rêve. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, je vis un peu du kite, avec les compétitions et c'est un rêve qui est devenu réalité. C'est génial. Pour faire vite. Tu, euh, tu en faisais du coup, je suppose, beaucoup à Maurice. Alors moi, je n'y ai passé que quelques semaines en vacances. Moi, je suis allé au Morne. Je suppose que tu allais souvent au Morne aussi. C'est quoi tes spots préférés à Maurice? Alors, mes spots préférés, c'est pas au Monde, contrairement à ce que tout le monde pense. On peut kiter à beaucoup d'endroits à Maurice. Et moi, ce que je préfère, c'est Anse-Larrey. C'est au nord, c'est tout au nord de l'île. Et il y a une petite baie, il y a de l'eau plate, il y a un peu de vagues dehors, il y a un grand lagon. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui naviguent. Du coup, moi, c'est ce que j'aime. Et après, je ne peux pas nier le fait que pour aller dans les vagues, je vais au Monde. Parce que du coup, si tu fais du freestyle, tu fais de tout type de freestyle ou est-ce que tu as une préférence pour un style en particulier, une board en particulier? Non, ma spécialité, c'est un peu le freestyle new school avec les choses et les kites en C et l'aile basse. Mais bon, je suis un kitesurfer, j'aime tous les aspects du kite, que ce soit le foil, la vague, le big air. Mais c'est ce que je fais le plus, c'est le freestyle. Mais
où je prends vraiment plaisir quand je suis à Maurice, c'est dans les vagues. Trop bien. Et, euh, et alors, tu dis que tu t'en fais ta vie, t'as suivi quand même un certain nombre d'études jusqu'ici, tu as dit que tu fais tes études encore aujourd'hui à Montpellier. Donc, le kite, pour toi, c'est une passion que tu fais à côté. Tu fais ça quoi, en fin de journée et le week-end? Comment tu fais pour t'arranger? Ben, au début, oui, enfin, c'est toujours une passion et ça a toujours été ma passion et ça le sera toujours. Mais au début, ben, le kite, c'est ce que je faisais le week-end, samedi, dimanche, potentiellement un jour après l'école si j'avais le temps, si j'avais le droit. Et puis, ben, petit à petit, j'ai pris du niveau. Je commençais à sécher quelques cours pour aller naviguer. Je commençais à sécher quelques semaines pour aller en compétition. Et puis, ben, j'ai fini le bac et ben, ce que je voulais, c'était faire du kite, point barre. Ok. Mais ben, après, avec un peu de recul, après avoir parlé à plusieurs personnes, je me suis dit que c'est pas un grand sport, quoi. Donc, si je me blesse demain, je repose sur rien. Donc, j'ai pris la décision de faire des études en parallèle. Donc, c'est études slash kite, priorité kite quand même. Donc, s'il y a quelque chose à louper, c'est les études. C'est pas ma saison. Mais, mais du coup, voilà, maintenant je suis à Montpellier, je fais du kite et j'étudie quand je suis là. Je fais des études de commerce. On prend la voie royale et puis on verra après ce qu'on fait, c'est ça? Bah, c'était un bon compromis. Je sais vraiment pas ce que je veux faire plus tard. Je veux juste avoir un plan B au cas où je me blesse. Ouais, Donc, ben, les études de commerce, je peux tout faire plus tard, ouais, si tout se passe bien. ça roule. Bon, t'as quand même été 3 fois champion junior. Alors, on en parle de ça ou pas? Ouais, on peut en parler un peu, beaucoup. Comment ça se passe du coup? T'as commencé tes compétitions à quel âge du coup? Ben, mes premières compètes, c'était à Maurice en 2012-2013, des petites compètes locales. Et puis en 2014, j'ai Simon Lamus, un poète mauricien, qui m'a dit, ah, il y a le championnat du monde junior en Espagne, ça serait trop bien qu'on y aille, tu es pas chaud d'aller? Du coup, j'ai dit, bah, ok, ben, il faut qu'on voit avec les parents, il faut qu'on voit avec l'école, ça s'organise. Bref, on a eu de la chance, on est allé à Saint-Péry-Pescador, première compète internationale de ma vie. Du coup, nous, on est arrivés de Maurice, on connaissait tout le monde, on connaissait le nom de tout le monde, tous les tricks qu'ils faisaient, comment ils naviguaient, quel matos ils avaient, quel sponsor. Et nous, on était les bons vieux touristes. Mais enfin, c'était un super trip, c'est là que j'ai rencontré tous mes potes, mes meilleurs amis aujourd'hui. Et ben, ça a fait des rencontres et ils m'ont dit, ah, il y a le championnat de France l'an prochain, il y a la même compète l'an prochain. Et c'est là qu'on a, avec mes parents, un peu réalisé que, ben, il y a un peu de potentiel, on peut rentrer dans le peloton. Donc, depuis tous les ans, depuis 2015, tous les ans, je vais au championnat de France et au championnat du monde junior. Et que tu gagnes à chaque fois? Non, je gagnais, bah, 3 fois le championnat de France junior et 2 fois le championnat du monde junior. Mais enfin, ça fait plaisir quand même. Ça reste junior malheureusement, donc c'est pas encore gagné, mais Bah, c'est déjà un bon début. Qu'est-ce que ça fait d'être sur le podium? Qu'est-ce que tu ressens? ben, au début, mon premier championnat du monde junior, j'y m'attendais pas trop, quoi. Je suis arrivé pour le fun, comme on dit à Maurice, et c'est qu'en rentrant à Maurice avec l'accueil que j'ai eu de mes amis, du ministre du sport et tout, que j'ai un peu réalisé ce que j'avais accompli. Mais Et sinon, les autres podiums que j'ai fait, ça fait plaisir, quoi. Le travail à payer et tu es debout sur le podium, généralement avec tes bons copains à côté de toi. Donc, c'est l'esprit du sport vraiment que j'aime et qui me fait revenir sur chaque compète. J'ai un doute, quand est-ce que tu passes de junior à la suite? C'est 18 ans? Ouais, bah, 18 ans normalement. Mais après, il y a une catégorie sous 21 ans au championnat du monde junior. Du coup, j'ai participé là aussi. Mais normalement, c'est 18 ans.
Et donc à partir de maintenant, tu vas être dans la cour des... Là, tu as 20 ans, donc l'année prochaine, tu passes dans la cour des... Plus rien du tout, des tout le monde, on va dire. Oui, bah, ça fait déjà 2 ans que je suis sur le circuit senior. L'an dernier, c'était ma première année. Enfin, il y a 2 ans, c'était ma première année. Et l'an dernier, du coup, Alors du coup, j'ai peut-être mal compris, excuse-moi, tu as dit qu'il y avait une catégorie de moins de 21 ans, c'est ça? oui. Mais en parallèle, tu peux quand même faire la catégorie senior où il n'y a pas d'âge. Ah, donc tu fais les deux en même temps? Oui, oui. Ça te fait plus de... C'est quoi? C'est du coup, tu passes plus de temps sur la compétition ou ça te fait des sessions un peu plus longues? Comment tu fais? Ben, c'était un peu, ben, c'est pour ça que j'ai bougé en Europe, c'est pour pouvoir vivre mon rêve et ben, le fait d'être en Europe, c'est beaucoup plus simple de voyager, un trip, ça prend quelques jours. À Maurice, ça prend une semaine, le temps de s'organiser, de partir, d'arriver. Donc, ben, être à Montpellier, être basé à Montpellier, c'est un peu ce qui m'a permis de, en parallèle, faire le circuit pro. Euh, et c'est un peu un rêve qui est devenu réalité de se qualifier. C'est trop bien. Tu me dis que tu as appris à l'époque, t'avais des profs quand même, comment t'as fait pour commencer finalement, et même pour commencer le freestyle, parce que je pense que commencer le kite, c'est déjà un gros pas, mais alors en plus pour commencer à se lancer dans des énormes sauts, euh, comment tu passes le pas? Est-ce que tu as un prof, tu as un coach, comment tu fais? Non, alors pas du tout. J'ai commencé du kite et à faire du kite et j'ai navigué comme un fou jusqu'à que ben petit à petit, naturellement, ben je commençais à faire un backloop, deux backloops, un one foot et petit à petit, ben, on cherchait toujours plus. Après, je commençais à regarder des vidéos sur Internet, j'avais envie de faire pareil et j'ai jamais vraiment eu de coach en freestyle. Je me suis beaucoup entraîné avec des amis à Maurice, Emmanuel le Juge et Simon Lamus. Donc c'est avec eux qu'on se poussait jusqu'à bah, maintenant. Maintenant, je m'entraîne avec l'équipe de France et le but est le même, c'est de prendre plaisir et de poser des tricks. Si tu pousses les tricks, c'est-à-dire que tu vas tenter tout seul un nouveau truc, tu t'as pas quelqu'un qui va te dire là tu devrais plus tirer sur ta barre, là tu devrais plus lâcher le pied, là tu devrais... Si, oui et non. Ben, c'est quelqu'un, c'est mes compétiteurs et mes meilleurs amis. Bah, c'est l'équipe de France, c'est avec qui je m'entraîne à Montpellier, c'est Nico Delmas, Arthur Guibert, Valgara, Julien Criquen, toute la bande. Donc c'est avec eux qu'on s'entraîne et quand on va naviguer, on se dit, Pouah, tu aurais peut-être pu essayer de faire ça, ça, et on se tire tous vers le haut, c'est vraiment beau. Petite peut-être parenthèse sur le matériel, c'est quoi tes préférences aujourd'hui sur le matériel? Comment ça se passe avec peut-être des sponsors? Comment tu fais? Oui, ben, le matériel en 2020, il y a rien à dire, il est bien, il est parfait. Donc moi je ride en neige et donc j'ai ma neige torche et une board en 142 avec des chausses. C'est mes petits bijoux à moi. Et ton quiver de neige, il fait quoi? T'as combien d'ailes du coup? J'ai 6 ailes de freestyle et 2 planches. Donc j'ai 8, 9, 10, 11, 12, 14. Et puis j'ai 2 planches au cas où j'ai besoin d'une seconde planche. Et toujours en chausse. Ben, pour les compétitions de freestyle, oui. Toujours en chose, c'est ce qui nous permet d'avoir plus de contrôle, plus de vitesse, plus d'amplitude, de prendre plus de risques. Et puis, j'ai quand même une paire de straps pour m'amuser quand je suis fatigué, quand le vent est trop fort. J'ai une paire de straps et une 10 mètres pivot. Donc ça, c'est pour prendre plaisir dans Ok. le lagon avec les copains. C'est génial. Et tu les emmènes toutes quand tu fais une compétition? Typiquement, quand tu vas en Espagne, tu t'emmènes tout le quiver ou tu sélectionnes? Maintenant que j'habite à Montpellier, je prendrai tout si je vais en Espagne. Mais si je vais un peu plus loin, j'essaie de sélectionner dépendant où on va. Par exemple, à Ferté, je sais qu'il y a du vent vraiment rafaleux, vraiment fort, ben, je vais prendre 8, 9, 11, 12 peut-être. Après, si je vais à un endroit où je sais que c'est light, comme en Turquie par exemple, ben là je vais prendre plus 10, 12, 14. Donc et puis on regarde les prévisions et généralement j'essaie de prendre le
enfin, 5 kites par trip. C'est génial. Tu saurais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne une semaine type pour toi? Typiquement, tu fais quoi le jeudi de la semaine? Une semaine à l'université ou une semaine en compète ou une semaine en trip? Parce qu'il y a, il y a un peu une double vie au fait qui est assez technique. C'est un peu rigolo. Là, ma semaine type avant-hier, quand j'étais au Venezuela, on se réveille avec les copains, on prend un petit déjeuner, on va au spot, on ride une bonne heure et demie, et puis on chill sur la plage. Donc que ce soit au Venezuela ou au Brésil ou à l'île Maurice, c'est un peu ça. On chill, on rigole, on mange, on boit, on re-ride une heure et demie, et on re-chill, on s'étire, on se filme, on regarde ce qu'on a fait, et puis on rentre à la maison, les étirements, petit dîner, dodo, et on refait pareil. Et puis il y a une journée type comme en ce moment, où je rentre de trip, donc j'ai beaucoup de cours à rattraper. Et là, c'est plus, je me réveille, je mange, je travaille, je remange, je retravaille, et puis dodo. Et est-ce que tu as un aménagement de ton emploi du temps du coup dans l'année pour que tu puisses rater certains cours pour aller faire tes compétitions et les rattraper plus tard? Oui, du coup, c'est un peu l'avantage que j'ai d'être en France et d'être sur la liste des sportifs de haut niveau. Si j'ai des cours, enfin des examens par exemple importants, et que je ne suis pas là, et ben je suis automatiquement exempté de ce papier parce que je suis sportif de haut niveau. Par ailleurs, à l'heure que je te parle maintenant, je suis supposé être en examen de français, mais j'étais pas prêt et comme je suis rentré il y a quelques jours là, j'ai demandé si je pouvais le faire plus tard. Donc je vais le faire dans quelques semaines. Ok, ah, c'est trop bien. C'est trop bien, mais ça te permet du coup de faire toutes tes compétitions à l'année. Alors du coup, ça veut dire que si on prend une année type, tu vas faire combien de compétitions du coup dans l'année? Sur le circuit mondial, on a entre 4 et 6 événements par an. Et puis, ben, les dernières années, j'avais 2 ou 3 compètes juniors. Donc, pas plus, pas moins. Bah, une petite dizaine, ça fait quoi? Ça fait en moyenne une par mois, grosso modo? Ouais, c'est ça. Et puis, la saison de kite commence en avril, normalement, au Mondial du Vent, et se termine en novembre ou décembre au Brésil. Du coup, c'est quand même pas mal parce que c'est l'été. Donc, pour les études, c'est bien, et pour les spots aussi, c'est un peu mieux. Ouais, carrément. Est-ce que c'est tes sponsors, par exemple, que tu vas avoir qui également te payent tes études ou est-ce que c'est deux choses séparées? Non, c'est deux choses séparées. J'ai mes sponsors avec qui j'ai mon budget pour l'année. Du coup, c'est pour m'entraîner, pour aller aux compétitions et faire des vidéos. Et certes, avec mon budget, je peux faire, enfin, je fais ce que je veux, mais j'ai mes priorités. Mes priorités, c'est d'être le meilleur athlète que je peux être, c'est de m'entraîner, de poser des tricks. Donc, et puis, il y a moi et mes études, et moi et le kite. J'ai un peu l'impression de vivre une double vie par moment. De rentrer en trip après 3 semaines et d'aller en cours. Et les gens en cours, ils comprennent pas forcément ce que tu as vécu pendant 3 semaines. Alors que ceux qui sont en trip, eux, ils savent que tu repars en cours. Ouais. J'ai peut-être mal compris, c'est quoi la différence entre une compétition et un trip? Enfin, c'est un peu, je les mets dans le même panier, une compétition et un trip, mais il y a les compétitions, un voyage pour aller à une compétition. Et puis, il y a les voyages qu'on fait avec les Français pour aller s'entraîner. Par exemple, l'an dernier, on est allé en Grèce que pour s'entraîner. On va au Brésil que pour s'entraîner. On va en Turquie pour s'entraîner. Donc ça, c'est vraiment 2 semaines de kite sans compétition. Et on kite, on se filme et on essaie de progresser. Du coup, vous filmez entre vous, vous êtes dans l'eau du coup parfois dans la journée avec une caméra pendant que l'autre fait les figures pour que vous puissiez vous filmer et vous entraider. C'est ça. Donc il y a des trips où on est entre nous, ben chacun son tour un peu, on filme. Quand on est fatigué, on se repose. On filme un peu, ben ça nous aide à progresser, ça nous aide à avoir du contenu.
pour nos sponsors, pour nos distributions, Facebook, Instagram, etc. Et puis, sinon, il y a les trips comme celui que j'ai fait au Venezuela où on est parti avec un caméraman dans le but de faire une vidéo. Donc, c'est un peu différent, mais le principe reste le même. D'ailleurs, la vidéo est en ligne demain. Je Trop vous bien. invite à la regarder. Carrément. Avec plaisir. Tu disais que effectivement vous faites des vidéos. Alors dans ce cas-là, c'est de la vidéo de promotion du kite. Est-ce que c'est de la vidéo de promotion de l'athlète ou est-ce que c'est plus une vidéo jolie que tu vas partager sur les réseaux sociaux pour gagner des followers? Bah, c'est généralement, c'est une vidéo pour, c'est pour moi, une vidéo type qu'on fait en Grèce avec les copains. C'est filmétrique. Je fais mon petit montage pour mettre sur les réseaux sociaux que bah, les gens qui sont passionnés, ils peuvent quand même nous suivre, voir ce qu'on fait. Et puis bah, il y a quelques projets qu'on fait pour nos sponsors en parallèle, mais là, la vidéo type où on se filme, nous, c'est juste quelques tricks pour mettre sur les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure effectivement de beaucoup d'heures de kite, on va dire, dans la semaine. Finalement, tu disais c'était quoi, 2 fois 1 heure et demie dans la journée? Est-ce que tu fais à côté des entraînements physiques? Est-ce que tu vas aller à la salle? Est-ce que tu lèves des poids? Est-ce que tu cours pour t'entraîner physiquement? Oui, oui. Donc, je fais pas partie des grands passionnés de la gym, malheureusement. Mais certes, on s'entraîne un peu dehors de l'eau. Bah, quand on est à Montpellier pendant l'hiver, parfois on navigue pas pendant plusieurs semaines et parfois il n'y a pas de vent. Donc là, on va à la salle, au Krebs de Montpellier. On a un préparateur physique. C'est vraiment cool de pouvoir s'entraîner avec des pros dans leur métier. Donc ça me motive vraiment beaucoup. Et moi, je viens de commencer la prépa et c'est pas mal. Tu penses que tu gagnes également en force peut-être pour faire de nouveaux tricks que tu n'étais pas capable de faire parce que tu n'étais pas assez fort ou c'est plus pour le maintien de la santé, d'être capable de maintenir tes tricks aux prochaines compétitions? Bah, je pense que, enfin, moi, je fais parce que bah, pour rester en forme, mais aussi pour devenir plus solide et surtout réduire le risque de blessure. Moi, c'est sur ça que je me concentre, ne pas me blesser. Donc, aller à la salle, ben, tu restes en forme, tu te sens bien, tu gardes la forme, mais surtout, tu as plus confiance en toi quand tu reviens sur l'eau après un mois sans kite, quoi. Donc, Ouais, carrément. c'est surtout ça. Qu'est-ce que tu travailles comme tricks en ce moment? Tu saurais nous dire, si c'est pas indiscret, quelles sont les figures que tu essayes de faire au mieux? Oui, donc en ce moment, ce que je fais, ce que je faisais au Venezuela, c'est j'essayais de poser mes 4 tricks de mon hit. Donc c'était KGB5, Blind Judge 7, S5 et 317. Euh, J'y étais parfois presque, parfois pas du tout. Donc bah il faut que ça se bosse encore et j'espère que si on a des compètes cette année-ci, je serai prêt pour avec mon petit sac de tricks. Et ces quatre-là, tu savais pas les faire avant ou c'est parce que tu les faisais pas assez bien avant et que tu veux les faire mieux pour gagner des points aux compétitions? Bah si, je sais les faire les 4, mais il y en a certains que je maîtrise à 3 sur 10, certains que je maîtrise à 6 sur 10, mais je vais aller en compète, il faut que je les ai à 10 sur 10, c'est peut-être beaucoup, mais 9,5. Ouais, vaut Donc mieux, ouais. bah faut être régulier et les poser dans toutes les conditions, quoi. Et tu dis qu'il y en a quatre en particulier. Pourquoi quatre et pas 8, 9, 10? Pourquoi ces quatre-là? Alors, parce que le format de compétition qu'on a, c'est on fait 7 figures de différentes catégories. Par catégorie, ça veut dire un passage de barre, genre un front mob, c'est une catégorie, un back mob, c'est une catégorie, un KGB, c'est une catégorie, un slim, c'est une catégorie. Donc 4 catégories différentes et enfin 4 tricks différents de catégories différentes et on a 7 tentatives. Donc sur 7, il faut que je pose 4 bons tricks. Donc ça sonne facile, parfois c'est compliqué, ça dépend des conditions. Et ben poser ces 4 tricks au nord de l'Allemagne comme à l'E4, c'est pas pareil. Donc faut être assez régulier et c'est là que c'est compliqué. Tu m'étonnes. Euh,
Est-ce que par rapport à tout ça, tu passes un peu de temps peut-être avec les médias? Je ne sais pas à quel point si dans la semaine, comme tu fais partie de ces sportifs de haut niveau, les médias ont besoin de suivre ce que tu fais. Et du coup, sur une semaine type, est-ce que tu vas avoir un peu de temps à discuter, à échanger avec les médias? Non, pas vraiment. Bah, certes, parfois les médias nous approchent, on passe à la télé ou ben, un podcast ou à la radio, ça arrive, mais c'est pas dans un planning d'une semaine type. C'est un truc en plus. Par exemple, on était au Venezuela bloqué pendant quelques semaines et là, on avait pas mal de médias qui nous ont contactés. C'est à vous, la télé nationale au Venezuela et tout. Donc c'est un plus, mais c'est pas dans l'emploi du temps fixe. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, toi, tout à l'heure, on parlait effectivement des figures. Est-ce que tu penses qu'on peut encore inventer de nouvelles figures? Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de figures à inventer. Je pense qu'il y a des gars qui sont en train de le faire déjà, beaucoup. Et je pense qu'on s'inspire beaucoup du wake. Donc, faut qu'on regarde un peu les vidéos de wake et qu'on fait, ah, mais ça, il faut que j'essaye. Puis, il y a des tricks qui sont dans nos têtes que, oui, ça, il faut essayer aussi. Donc, je pense que, enfin, la marge de progression est encore énorme et que, ben, ça va faire que progresser et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner encore plus fort. Et toi, tu en as déjà inventé un? Est-ce que toi, tu as déjà inventé une figure qu'on peut appeler la figure Pito? Non, j'ai pas inventé. J'ai fait une figure il y a quelques années que j'ai pas vu d'autres personnes faire, mais je peux pas dire que c'est ma figure et j'espère là, je l'ai réessayé au Venezuela, j'ai pas réussi. J'espère réussir bientôt et bah, notamment la mettre sur les réseaux sociaux, voir ce que les gens pensent. Est-ce que tu as de la casse régulièrement sur ton matériel? À quelle fréquence tu vas changer ton matériel? Non, honnêtement, je suis surpris moi-même de ne pas avoir de casse. J'ai jamais cassé une planche de ma vie. Et je pense que je suis un des seuls sur le circuit à ne pas avoir cassé de planche. Est-ce que c'est Ok. bien ou c'est pas bien? Je sais pas, parce que peut-être ça veut dire que je me pousse pas assez. Mais bon, pour l'instant, je prends ça comme une chance de pas casser le matériel. Euh, et mes ailes non plus. J'ai pas cassé beaucoup d'ailes. Ça arrive de casser des lignes, si on s'en mêle avec les copains, mais c'est tout. Donc, franchement, le matos est vraiment top. Puis on est en 2020, comme j'ai dit, hein, le matos, on a vraiment, je pense qu'il n'y a rien à dire sur le matos maintenant, il a bien évolué. Est-ce que du coup tu changes ton quiver tous les ans? Est-ce que les sponsors vous mettent à disposition les nouvelles ailes de chaque année? Alors oui, bah, quand tu es sponsorisé par une marque, c'est un peu le but, c'est de faire de la pub pour la marque, de pousser les nouveaux produits. Donc on essaie d'être les premiers à avoir le nouveau matériel, d'essayer les protos, de dire ce qu'on en pense. Donc, donc oui, dès que le nouveau kite sort, le but c'est que qu'on ait le nouveau kite, qu'on fasse de l'image avec, qu'on fasse des compétitions avec. Donc c'est un peu un échange à bon procédé. Bah, complètement. Mais alors du coup, pourquoi Naish? Pourquoi est-ce que c'est toi qui as choisi Naish? C'est eux qui t'ont choisi? Comment ça se passe? C'est un peu nous deux, on s'est un peu retrouvés par hasard il y a quelques mois maintenant, où ben, moi je cherchais un nouveau sponsor et venant de l'île Maurice, j'ai toujours un peu tout fait de la vague, fait du surf, fait du foil, fait du stand-up. Maintenant, je fais de la wing. Donc, ce que je recherchais, c'était vraiment une marque avec quoi je peux tout faire, avec quoi je peux naviguer avec tout ce que je veux. Et Niche, bah, c'est un peu la marque connue pour ça. Et du coup, eux, ils cherchent un rider aussi, donc c'était parfait. Et notre aventure a commencé, ben, il y a presque 5 mois déjà. Non, moi, depuis février. Février, ok. Et avant Naish, excuse-moi, j'ai pas entendu, tu faisais quoi? T'étais avec qui? Avant Niche, j'étais chez Core. Ok. Et tu penses qu'un partenariat comme ça, il reste combien de temps? Tu penses que tu vas rester combien de temps chez Naish? Je sais pas, longtemps, j'espère. Ça dépend, il y a des partenariats sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, si ça se passe bien, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, quoi. Tu t'es jamais retrouvé sur une compétition à
À être frustré parce que le matériel n'était pas assez bien? Euh, Si, j'ai déjà été frustré en compétition à cause de mon matériel. Mais c'est pas mon matériel qui était pas assez bien, c'est Luca qui a eu la tête en l'air et qui a pas vérifié son matériel avant. Ah. J'ai eu des chutes, après mon kite il a commencé à tirer d'un côté parce que j'ai pas étiré mes lignes. Mais bon, je peux en vouloir quand même. Parce que tu passes beaucoup de temps. Là, typiquement, ça, c'est un bon point. Tu dis étirer les lignes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à force de faire des kite loops, à un moment donné, il faut que tu reposes la ligne pour qu'elle se remette droite. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais oui, à force de rider, tu as des lignes qui s'étirent, d'autres qui s'étirent pas. Donc l'an dernier, j'ai eu un peu de frustration avec des lignes qui étaient un peu étirées, avec quelques centimètres de différence, mais sur un double handle pass, c'est énorme. Tu as la tête en bas et tu as ton kite qui va de l'autre côté. Du coup, ça m'a beaucoup perturbé pendant quelques mois. Et j'ai essayé plein de sets de lignes jusqu'à que je trouve ma bonne barre. Et puis j'ai raidé que cette barre pendant le reste de l'année. Ok. Mais c'est un peu de malchance. Mais non, normalement, ça va. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu too much qu'on aille chercher autant de nouvelles figures, de passer des secondes, de plus en plus de temps en l'air, finalement, de plus en plus haut? Est-ce que tu penses pas que c'est un peu too much? Ben, j'ai envie de répondre oui. Peut-être que chercher la seconde en plus, c'est trop, mais je pense que non. Enfin, c'est ça qui fait que le kite aujourd'hui évolue et qu'il évolue encore. Et c'est qu'il y ait des nouvelles figures, qu'il y ait de la recherche et du développement pour pouvoir rester 7 secondes en plus en l'air, pour pouvoir faire ce passage de barre en plus, pour pouvoir gagner cette compétition. Je pense que c'est ça qui fait vivre le kite et notamment sur One Launch, il y a que ça, c'est le mec qui a sauté le plus haut, le mec qui est resté le plus longtemps, et c'est ça qui crée un peu l'ambiance du kite. Et on parle de double handle pass, tu penses qu'on va y arriver un jour à faire des triple handle pass sans réfléchir? Oui, oui, j'en suis persuadé. Il y en a déjà 5 ou 6 personnes qui en ont posé, dont un Français, Arthur Guibert. Donc je pense que c'est un peu la voie qu'ils ont choisie et que ça va vers là pour l'instant. T'as des gens en particulier que tu vas admirer, toi, des idoles ou des gens qui t'inspirent? Pas forcément des kiters d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Pas forcément des kiters, mais enfin, j'ai eu beaucoup de kiters depuis que j'ai 13 ans et que je rêve de faire ça. C'est des gens que je regarde comme mes idoles. Et puis oui, il y a les non-kiters, comme ceux qui font le vent des globes, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais je pense qu'on a tous des gens enfin, que ce soit nos idoles ou pas, on a tous des gens qui nous inspirent et dont on respecte. Et c'est ça qui est beau. C'est qui les figures de kite du coup qui t'ont inspiré quand t'étais jeune? Je sais, d'abord, il y a Alberto Rondina. C'est le premier pro rider que j'ai rencontré au monde. C'était en 2011. Et, et puis, il y a Yuri Zun et Liam Ouellet et tous ces gens. Mais c'est là que c'est beau parce que ça a été mes idoles pendant de longues années et maintenant c'est mes bons amis. Des bons amis et même des collègues ouais, sur le circuit, c'est très bien. C'est ça. Luca, est-ce que tu penses que à force de faire des tricks, c'est effectivement de plus en plus difficile, des compétitions de plus en plus complexes, t'as pas l'impression que le dépassement de soi, c'est devenu un peu une drogue pour toi? Oui, je- oui et non encore une fois parce que oui, je cherche toujours à me pousser, je cherche toujours à mieux faire, je cherche toujours à essayer de poser des nouveaux tricks, essayer d'être plus propre, essayer de progresser, essayer d'être meilleur que mes amis. Mais tout, c'est une sensation qu'on recherche constamment. Mais il y a aussi des moments où on a envie d'abandonner parce que j'essaye mais ça vient pas, j'ai envie d'aller faire du foil parce que j'arrive pas à poser mon trick. Et je sais pas, enfin, je sais pas trop comment répondre à cette question parce que ça dépend des moments. C'est un truc que je cherche constamment, mais puis je crois que le plus important, c'est de prendre plaisir, encore une fois. Si je prends plaisir, je vais me pousser, mais je pars pas en me disant il faut que je me pousse.
Je pars, si je prends plaisir, je vais me pousser parce que je suis heureux sur l'eau. Je pars pas m'entraîner avec, il faut que je me pousse aujourd'hui, il faut que j'essaye cette figure. Mais c'est une très bonne question. Bah, finalement, si tu veux, l'idée c'était de dire est-ce que finalement, à force de vivre pour la compétition, t'as pas un espèce de addiction finalement à toujours vouloir chercher plus et donc toujours donner plus de toi, forcément. Mais tu vois, à quel point est-ce que du coup ça t'obsède, tu vois? Mais si, c'est sûr que plus je fais ça, plus je vis ça, plus je découvre le monde de la compétition. C'est ça qui me fait rêver, hein. Et je l'ai dit et je l'ai redit et c'était mon rêve. Maintenant, je le fais. Et maintenant que je suis sur le circuit et que je vis de ma passion, ce que j'ai dans ma tête, c'est bah, combien de temps ça va durer, combien de temps ça va durer, comment je fais pour que ça dure plus longtemps. J'ai pas envie que ça s'arrête. Donc, est-ce que c'est de l'entraînement? Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui vont faire que ça va durer plus longtemps? Ou c'est un peu c'est encore, je me pose plein de questions et je n'ai pas encore trouvé la réponse, hein. Tu parlais tout à l'heure, juste pour revenir sur un point intéressant, de frustration par rapport au matériel, notamment en compétition, et tu disais que c'était peut-être plus toi qui avais oublié de faire certains points. En dehors du matériel, ou peut-être là en ce moment, tu parlais de certaines figures parfois qui peuvent t'énerver parce que tu n'arrives pas à les poser. Est-ce que tu n'as pas eu des frustrations dans ta carrière en particulier qui t'ont marqué? Qui m'ont marqué, pas forcément parce que quand tu me dis ça, j'ai rien qui me vient à la tête, en mode, ah, ça m'avait vraiment frustré. Mais je suis quand même au bout de mes pensées, j'ai quand même le 4 l'an dernier où j'ai fait un très mauvais résultat et c'est là que j'ai été vraiment frustré. Je crois que ça, j'oublierai pas. Et ça m'a marqué, mais pas dans un bon sens parce que, certes, je suis rentré chez moi frustré, j'ai voulu donner un coup de poing dans la porte, mais ben, on apprend et, enfin, je suis jeune, j'apprends encore à toutes les compétitions et je sais que maintenant je ferai plus gaffe et que j'emmènerai plus de barres et que je vérifierai mes barres avant. Donc tu penses que le résultat l'année dernière est en partie lié au matériel plus que ta performance à toi? Euh, Bah, c'est moche de dire, ça c'est moche de dire que ben oui, mon matériel m'a pas permis de performer comme j'avais prévu, mais ben, par ailleurs c'est pas enfin c'est de ma faute et je peux pas dire mettre la faute sur mon matériel. C'est Luca qui aurait dû travailler sur son matériel et voler sa barre plus avant. Donc je peux en vouloir qu'à moi-même malheureusement. Je peux pas pointer quelqu'un du doigt là. Non, mais on te souhaite des meilleurs résultats cette année, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais si, Eh, maintenant la question c'est est-ce qu'il y en aura des compétitions cette année? c'est vrai que c'est vrai qu'avec cette situation du coronavirus, on est plus trop certain de quoi que ce soit. Tu parlais tout à l'heure du Vendée Globe, on n'est même pas certain que le départ se fasse cette année. D'ailleurs, de plus en plus se disent qu'éventuellement ce serait plus smart de la décaler d'un an. Bon, écoute, c'est partie des choses qui vont être décidées dans les semaines à venir. On va bien voir. Donc toi, t'es un grand fan de kitesurf dans ta semaine, mais je suppose qu'il y a des trucs qui t'embêtent que tu fais à côté dans la semaine. Si tu devais te débarrasser de quelque chose, t'enlèverais quoi? L'université. Bon. C'est Donc, facile, c'est clair, c'est net. ouais, non, c'est très clair, c'est très clair. Ça veut dire aussi que, du coup, une fois que tu as terminé ces 3 années à Montpellier, est-ce que tu continues un master ou est-ce que ça te suffit? Ah non, ça me suffit largement. Non, ben certes, hein, je sais qu'un master c'est important et les gens dans ma classe aussi me disent mais quoi, tu vas pas faire de master, mais sans master tu peux rien faire en 2020. Non, mais sans master tu auras jamais de métier et j'entends ce qu'on me dit, mais ben, je suis la personne que je suis aujourd'hui, plus grâce à ce que j'ai vécu que grâce à mes études. Et je pense que ben, faire 10 compétitions par an, ça fait faire 20 voyages par an, ça fait beaucoup de rencontres, ça fait des expériences uniques. Et je pense que là, j'apprends plus de choses qu'en cours. Je dis pas que les cours, c'est pas important et que c'est pas bien, mais je pense que le réseau que je me fais aujourd'hui, et c'est quelque chose qui va m'apporter beaucoup plus tard. Donc je Clairement. mise un peu sur la partie aventure.
C'est quoi la prochaine expédition? Imagine que le corona effectivement s'arrête comme il faut. C'est quoi la prochaine expédition que tu fais? C'est une très bonne question, hein. Bah là, je suis confiné en Suède, donc je pense, bah, j'espère être là jusqu'à que je finisse mes partiels dans 2 semaines. Et après, ben, je vais chercher la nouvelle expédition. Ça sera peut-être trouver un moyen de rentrer chez moi pour être confiné à côté de l'océan. Surtout si l'Europe ferme ses frontières, ben, j'aurais bien aimé quand même être chez moi et passer un peu de temps avec ma famille et avec mes jouets dans l'eau, quoi. Mais ça, enfin, en ce moment, rien n'est sûr, hein. Est-ce que tu as des défis secrets qu'on ne connaît pas, des activités que tu fais, peut-être d'ailleurs qui sont pas du tout du kite, de ton côté? Des, il y a des choses que je fais qu'on ne connaît pas, certes. Ben, je joue au squash. Ben, je crois qu'il n'y Ok. a pas grand monde qui sait que je joue au squash. Oui, après, il y a deux, trois trucs. Je vais à la chasse. Je crois qu'il y a personne qui sait que je vais à la chasse aussi, à Maurice. Ok. Mais oui, c'est pas grand chose à. Qu'est-ce que tu chasses comme gibier? On chasse du cerf de Rusa. C'est le cerf qu'il y a à Maurice, qui vient d'Indonésie. Très bon. Ok. Bon, après, je dis ça parce que je dis ce qu'on sait pas de moi, mais bah, j'ai quand même un peu arrêté tout ça pour le kite, quoi. Parce que samedi ou dimanche, je préférais aller faire enfin, quand j'habitais à Maurice, je préférais aller faire du kite que d'aller chasser. Contrairement à quand j'étais plus jeune, je préférais aller chasser quand je faisais pas encore du kite. T'en faisais peut-être avec tes parents, je sais pas, de la chasse par exemple? Oui, oui, bah, c'est un truc très familial, très traditionnel à l'île Maurice, mais c'était avant que je commence le kite, c'était ma grande passion. Et puis, bah, maintenant, je fais du kite, donc, je préfère être à Wanai un samedi que d'être dans la montagne. Est-ce que tu penses, je suis en train de réfléchir à un truc, est-ce que tu penses, tu vois ce que c'est le biathlon? Oui. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut imaginer du kite-athlon avec un fusil sur le dos et tu fais un trajet en kite, tu t'arrêtes, tu tires et tu repars en kite? Non. Et s'il y avait, j'aurais pas fait. Ce serait- C'est plus ma grande passion, c'est une bêtise que j'ai fait quand j'étais jeune. Lucas, est-ce que tu comptes t'arrêter un jour de kiter? Non. Non, non. Non, c'était Euh, plus d'avoir, tu vois, tu vas forcément user tes genoux, tu vas peut-être plus être aussi maniable peut-être en l'air, je sais pas. Donc est-ce que tu te mets une date en particulier en tête sur laquelle tu te dis la compétition c'est jusque là et puis à partir de là je ferai peut-être autre chose. alors oui, c'est pour ça que je vais encore à l'université d'ailleurs. Je sais que bah, mon corps il reçoit déjà depuis quelques années et il va recevoir encore quelques années. Mais je me mets, je me dis qu'à 30 ans, c'est sûr et certain que je ferai plus de freestyle. 30 ans, c'est un peu le max, mais je pense qu'à 28 ans, je ferai plus de freestyle, mais, mais par contre, le kite, il restera toujours dans ma vie et si je ferai plus de freestyle, je ferai du big air et si c'est pas du big air, je ferai de la vague et si je ferai pas de la vague, je ferai du foil, mais j'aurai toujours un kite en l'air. Et t'as jamais essayé de faire du big air avant là? Comme tu te concentres beaucoup sur le freestyle, tu t'es jamais dit là allez juste pour essayer cette année je me mets au quota et puis on verra? Si, j'ai essayé de faire du big air. Je suis pas très bon. À l'île Maurice, on n'a pas trop de conditions. Mais depuis que je suis à Montpellier, j'essaye de faire de plus en plus. J'ai encore beaucoup de progrès à faire parce que c'est pas encore ça. Mais oui, j'espère progresser en big air et notamment le circuit mondial cette année. Si le vent est fort, ça va être une étape big air. Donc il faut vraiment que je m'entraîne en big air. Ok. C'est quoi ton rêve, Lucas? Ton rêve le plus cher? Acheter un voilier et partir faire un tour du monde avec des planches de surf et des copains. C'est vrai? C'est génial. C'est pas très compliqué, non? C'est pas très compliqué, mais du coup, est-ce que tu sais naviguer aujourd'hui et tu sais faire, tu sais skipper un bateau? Je suis pas un grand navigateur, non. Mais mon grand-père a fait le tour du monde. Je suis un voilier qu'il a construit à Maurice. Mon père a beaucoup voyagé sur son voilier. J'ai pas beaucoup de naviguer moi encore, mais je me dis voilà 28 ans, commence à être vieux.
Bah, tu fais un petit voilier, hein, une copine ou deux copains et tu fais des petites îles et tu cherches les meilleurs spots de vagues qui existent, les meilleurs spots de flat. Tu fais de l'image pour les sponsors. Ça peut être un voyage qui dure quelques années, hein, 2, 3 ans s'il le faut, mais j'ai de plus en plus de personnes qui le font dans mon entourage et ça me fait de plus en plus rêver. Donc, pourquoi pas? Et tu sais à quel âge et avec qui tu partirais? Non. Bah, avec qui je peux, ça sera probablement avec mes potes qui m'entourent, les potes de Maurice ou mes potes à Montpellier. Et à quel âge, je ne sais pas. D'où je partirai, je ne sais pas. Quand, comment, quel bateau, j'ai aucune idée. Bon, en tout cas, c'est un plan dans ta vie et donc à un moment donné, ça se fera. Bah, il est là maintenant. Est-ce qu'il sera là dans quelques années? Je ne sais pas, mais c'est ce qui est là pour l'instant. Euh, Comment tu conseillerais à quelqu'un qui fait du kite de s'y prendre s'il veut se lancer dans la compétition? Ben, je pense que ça viendra tout seul, hein. S'il veut faire de la compète, c'est qu'il prend vraiment beaucoup plaisir, c'est que il veut aller à l'eau dès qu'il y a du vent et qu'il se force pas à aller à l'eau. Et ben, il va commencer à faire sa compète nationale. Et puis, s'il y a un résultat, automatiquement, c'est qu'il est vraiment passionné et que il sait tout ce qui se passe dans le monde du kite et il va voir, peut faire une étape internationale pour comparer son niveau. Et puis, ben, il y a que des belles surprises qui l'attendent. Comment on fait pour te suivre, Luca, du coup, aujourd'hui? Pour me suivre, c'est la beauté d'un 2020, on va sur Instagram et vous pouvez voir où je suis et quand je suis, qu'est-ce que je fais et les nouvelles vidéos comme celle qui sort demain. Génial. Et la vidéo, elle est publiée sur Instagram ou c'est... Elle est publiée sur tout ce qui traverse ma tête, donc Instagram, Facebook, YouTube, tout, un peu tout le truc. Bon, bah, Voilà. superbe. Tu imagine, on est capable de te faire revenir en arrière et tu vas rencontrer Luca qui a 12 ans, qui débute le kite. Je sais pas, enfin qui débute en tout cas le kite de manière régulière. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est une très bonne question, hein. Et je lui dis, qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas, hein. Je lui dis, entraîne-toi encore plus fort pour, je sais pas, on m'a dit ce que je répète aujourd'hui, c'est il faut passer du temps sur l'eau, faut être passionné, et ça viendra, faut aimer, enfin, je lui dirais, continue à faire du kite toute la journée et peut-être travailler un peu plus à l'école. Et encore, parce que finalement tu dis que tu vas arrêter très vite l'université, donc. Mais bon, ok, très bien. J'arrêterai dès que j'ai mon diplôme, j'arrêterai. On est d'accord là-dessus. Bon, bah, superbe. Bah écoute, Luca, merci de ce temps. J'étais ravi de faire ta connaissance et on te souhaite vraiment de bien réussir ces compétitions cette année si elles ont lieu et puis si elles n'ont pas lieu, celles de l'année prochaine en tout cas, mais que la progression continue et que la frustration de l'an dernier se fasse oublier. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité et j'espère à très bientôt sur l'eau. Avec grand plaisir. Je kite aussi, donc avec grand plaisir, mais je te suivrai pas sur les tricks. C'est parfait. Allez, salut Luca. Allez, ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt.